Hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je suis super content de te retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui va nous permettre de parler aujourd'hui d'un autre macronutriment. On va parler aujourd'hui des glucides. Hyper important de revenir sur ce qu'est le glucide, à quoi sert le glucide, pourquoi tu en as besoin. Parce que, un petit peu comme pour les protéines qu'on avait évoquées la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui sont dites, notamment sur Internet, beaucoup de dogmes. Et c'est important que tu aies les connaissances et le recul suffisant pour pouvoir savoir ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à laisser sur Internet et pour pouvoir faire les bons choix pour toi. Parce que c'est surtout ça qui est important à comprendre, c'est que sur le volet nutritionnel, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a des choses qui vont te correspondre parfaitement à toi et des choses qui ne t'iront pas du tout. C'est pas parce qu'une diète correspond à ton voisin qu'elle va te correspondre à toi. Donc copier le voisin sans savoir comment ça fonctionne, c'est pas forcément cohérent. Et pourquoi je dis ça? Parce que en ce moment, depuis quelques années sur les réseaux, on a tendance assez facilement à diaboliser les glucides. On fait d'ailleurs beaucoup de raccourcis. On a tendance à dire glucides égale sucre, sucre égale le diable, parce que les sucres sont mauvais pour la santé, les sucres font grossir, donc il faut absolument éviter de manger des glucides. Et on pousse du coup des diètes comme par exemple la diète cétogène, qu'on appelle également la diète keto, qui vont te faire consommer très très peu de glucides et te faire consommer énormément de protéines, énormément de lipides, voire même sur l'extrême de la diète keto qui est la diète carnivore, consommer quasiment exclusivement que des protéines. Et là, du coup, moi, ça me gêne parce que tout ça, ce sont des dogmes. Tout ça, ce sont des dogmes qu'il faut déconstruire. Et pour déconstruire ces dogmes, tu as simplement besoin de connaissances. Savoir comment fonctionne ton corps, savoir ce qui te correspond à toi et comment tu vas pouvoir choisir du mieux possible ce que tu vas mettre dans ton assiette. Donc pour ça, on va parler aujourd'hui des glucides. On va commencer par la base. Qu'est-ce que finalement un glucide? Alors, glucide, ça vient du grec glucus, qui signifie doux. Les glucides, en fait, ce sont des molécules qui sont composées, si je synthétise ici mes molécules, tu vois, mes petites boules, considère que les boules, ce sont soit de l'hydrogène, soit du carbone, soit de l'oxygène. En fait, c'est l'association d'hydrogène, de carbone et d'oxygène qui forme ce qu'on appelle un glucide. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi les glucides des hydrates de carbone, parce que les glucides sont composés de ces trois molécules-là. Donc ça, c'est ce qu'est un glucide d'un point de vue biochimique. D'un point de vue énergétique, un glucide, 1 gramme de glucides, va t'apporter 4 kilocalories d'énergie. Donc cette énergie, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'énergie pure. Elle va être utilisée directement par tes cellules pour te déplacer, pour faire du sport, pour réfléchir, etc. Donc elle est vraiment utilisée par ton corps pour pouvoir fonctionner. Donc c'est de l'énergie pure. Et quand cette énergie n'est pas utilisée par ton corps, parce qu'il n'en a pas besoin sur le moment, parce que tu lui en apportes trop, cette énergie, elle va être stockée. Elle est soit stockée sous la forme de glycogène, donc elle peut être stockée dans le foie, elle peut être stockée dans les muscles, soit si ton foie et tes muscles sont déjà pleins, globalement si tu as complètement rempli ton réservoir, le glucose va être stocké sous la forme de gras. Donc ça, je t'expliquerai un petit peu plus tard dans ce cours comment tout cela fonctionne. Mais globalement, c'est un peu comme pour les protéines finalement, hein. Tu as un apport énergétique qui est d'ailleurs le même que pour les protéines, hein. 1 gramme égale 4 kg de calories. Et soit tu utilises cette énergie parce que tu en as immédiatement besoin, soit tu vas la stocker pour une utilisation future. Le glucose, à quoi ça sert? Les glucides, à quoi ça sert? Déjà, c'est hyper important pour ton cerveau. Ton cerveau, pour fonctionner,
pour avoir cette clarté mentale, ce côté opérationnel de ton cerveau au quotidien, il a besoin de consommer environ 100 grammes de glucides par jour. C'est énorme. Globalement, ton cerveau est l'organe qui consomme le plus de glucides dans ton corps. 100 grammes de glucides par jour. C'est un organe qui est, on appelle ça, glucodépendant. Ça veut dire qu'il se nourrit exclusivement des glucides. Il n'utilise pas d'autres sources d'énergie que le glucose. Alors, je fais déjà une petite parenthèse sur ce sujet-là. Les personnes qui font des diètes keto, donc qui consomment très très peu de glucides et pour le coup qui consomment moins de 100 grammes de glucides par jour, donc souvent on est soit très proche de zéro, soit pour ceux qui sont un peu moins extrêmes, on va dire, sur la diète keto, qui vont consommer peut-être 40, 50, 60 grammes de glucides par jour. Dans tous les cas, ils n'ont pas leurs 100 grammes de glucides. Ils ont un métabolisme, du coup, eux, qui s'est adapté et qui fonctionne différemment. Différemment dans le sens où, et je t'expliquerai le procédé un peu plus tard sur ce cours, en fait, leurs lipides, les lipides qu'ils vont consommer, vont être transformés, les protéines qu'ils vont consommer vont être transformées par l'organisme pour aller créer derrière le glucose dont a besoin le cerveau. Quoi qu'il arrive, le cerveau a besoin de glucose. Il ne va pas prendre les protéines, il ne va pas prendre les lipides, il a besoin de glucose. Simplement, c'est l'organisme qui va transformer les autres éléments que tu vas lui apporter en glucose. Donc en fait, ça va nécessiter pour ton organisme une étape de transformation supplémentaire. D'accord? Mais ce qu'il consomme, ton cerveau, c'est du glucose. Ça, on peut tourner le problème dans tous les sens, il ne consomme pas autre chose. Tu as également tes globules rouges. Donc les globules rouges que tu as dans ton sang, ils sont également glucodépendants. Ils sont glucodépendants parce que ils ne contiennent pas de mitochondries. Donc, on te rappelle un petit peu les mitochondries, on en a parlé un petit peu sur une des vidéos précédentes. Les mitochondries, c'est un petit peu les centrales énergétiques que tu as au sein de tes cellules. D'accord? Les globules rouges, ne contiennent pas de mitochondries. Et comme ils ne contiennent pas de mitochondries, ils ne sont pas en capacité d'utiliser les graisses. Parce que les mitochondries sont essentielles pour pouvoir utiliser les graisses. Donc le glucose est important pour ton cerveau, il est important pour tes globules rouges, il est important pour ton système nerveux. On n'a pas parlé du système nerveux sur une vidéo ce mois-ci. Tu as vu à quel point le système nerveux était hyper important pour l'organisme, parce que tout dépend du fonctionnement du système nerveux. Et bien ton système nerveux dépend lui aussi exclusivement du glucose pour fonctionner correctement. Donc au-delà de se dire le glucose c'est de l'énergie dont on a besoin pour faire du sport par exemple, c'est de l'énergie dont on a besoin pour se déplacer, ben, le glucose, encore une fois, c'est essentiel à l'organisme parce qu'on a des éléments de l'organisme comme le cerveau, les globules rouges, le système nerveux, je pourrais parler d'autres choses comme le système rétinien, qui fonctionnent avec le glucose. Donc ça, c'est important déjà de le comprendre. Quand on se dit ça, la question qu'on peut se poser, c'est finalement de combien le corps a réellement besoin en grammes de glucides par jour. On va considérer que le corps, de par notamment la consommation hyper importante du cerveau, le corps a besoin d'environ 150 grammes de glucides par jour pour assurer les fonctions vitales de l'organisme. Je te parle bien uniquement des fonctions vitales de l'organisme, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des globules rouges, tout ce qu'on vient de voir précédemment. Ça, je ne te parle même pas du fait de devoir consommer du glucose pour aller faire une grosse séance de sport. Ça, c'est encore en plus. D'accord? Donc 150 grammes de glucose, de glucides, pour pouvoir fonctionner correctement, en pleine capacité. Ton foie, et c'est ça un peu la magie du corps humain, ton foie a la capacité, si jamais tu ne lui apportes pas suffisamment de glucose, que tu apportes moins de ces 150 grammes de glucose, il a la possibilité de
crée le glucose manquant par l'apport, encore une fois, d'autres substrats énergétiques par un mécanisme, c'est ce que j'évoquais précédemment, qui s'appelle la gluconéogénèse. La gluconéogénèse. Donc ça, c'est ce qui finalement est le fonctionnement de la diète cétogène. La base du fonctionnement de la diète cétogène, c'est l'adaptation de l'organisme qui va être en capacité de produire du glucose par des substrats différents. Donc là, le foie, il peut produire environ 100 à 120 grammes de glucose par jour via ce processus, même si tu ne lui apportes pas du tout de glucides. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'en diète cétogène, on peut consommer que éventuellement 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes de glucides, parce que les 100 à 120 grammes complémentaires qui manquent sont produites par le foie grâce à la gluconéogénèse. Donc c'est, comme je l'indique ici, c'est une voie métabolique qui assure la synthèse de glucose à partir de précurseurs qui ne sont pas glucidiques. Donc les acides aminés, les protéines, les lactates, les glucoformateurs, le glycérol, qui est produit par les triglycérides, par l'hydrolyse des triglycérides. Donc les triglycérides, c'est en fait le gras, si je simplifie. Donc vraiment, il prend d'autres substrats énergétiques qu'il va transformer en glucose. Le glucose, au-delà du fait d'apporter de l'énergie au cerveau, d'apporter de l'énergie au corps, d'apporter de l'énergie qui permettent de fonctionner aux globules rouges, etc., à quoi ça sert? Ça a également un rôle important sur le fonctionnement de ton métabolisme parce qu'il va permettre notamment d'élaborer une coenzyme qu'on appelle la coenzyme Q10. Alors la coenzyme Q10, on a peut-être déjà entendu parler parce que ces derniers temps, on en parle pas mal sous la forme de compléments alimentaires qu'on pourrait prendre. Parce que la coenzyme Q10, c'est une substance qui normalement est produite par l'organisme et que tu peux encore une fois prendre sous forme de complément et qui est intéressante parce qu'elle va agir contre le vieillissement cellulaire et elle va avoir un deuxième rôle, c'est qu'elle va activer donc, la production d'énergie sur le plan cellulaire. D'accord? Donc c'est à la fois intéressant pour le côté production d'énergie, donc pour assurer les fonctions vitales, pour faire une activité physique, mais c'est aussi intéressant sur le côté vieillissement cellulaire parce que elle va quelque part agir pour te protéger de toutes les actions que tu vas avoir au quotidien qui vont stresser ton organisme et qui vont accélérer son vieillissement. Donc le fait d'être stressé, d'avoir un niveau de cortisol important à longueur de temps, le fait d'assimiler des polluants dans l'air, des polluants dans l'eau, des polluants dans la nourriture, ça stresse ton organisme, eh bien, cette coenzyme va agir un peu comme un rôle protecteur qui va ralentir. C'est pas non plus miraculeux, hein, c'est pas la fontaine de jouvence, mais ça te permet en tout cas de ralentir le vieillissement cellulaire. Le glucose a également une fonction de protection antioxydante du fait que le glucose soutient l'action d'une grande molécule qu'on appelle le glutathion. Donc le glutathion, c'est la plus grande molécule antioxydante du corps. Donc, pour essayer de te simplifier un petit peu le schéma, dis-toi que tout ce qui te stresse, tout ce qui stresse ton organisme, donc quand je parle de stress, ce n'est pas forcément uniquement un stress qui est lié à ton travail, qui est lié à ta vie personnelle, c'est aussi les polluants que tu vas respirer, ça va être l'eau polluée que tu vas boire, ça va être la nourriture potentiellement polluée que tu vas manger, tout ce qui quelque part, le tabac, etc., l'alcool, tout ce qui stresse ton organisme, qui est néfaste à ton organisme, ça développe ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, pour essayer de te simplifier un petit peu ce que c'est,
dis-toi que c'est comme des mini-cellules qui vont s'agiter comme des électrons libres dans tous les sens, qui sont plus sous contrôle de ton organisme, et qui, du coup, qu'elles sont plus contrôlées par ton organisme, vont aller se développer, taper dans n'importe quoi. Et en fait, le développement des radicaux libres, en fait, ça abîme tes cellules, un peu comme le schéma que je mets à côté avec la pomme qui a tendance à pourrir. Ça a tendance à abîmer tes cellules, et ça va engendrer plusieurs problématiques. Le vieillissement, comme la pomme qui pourrit, mais aussi possiblement des cellules qui, derrière, vont se transformer en cellules, pourquoi pas cancérigènes par exemple, et développer des maladies plus ou moins importantes. Donc les radicaux libres, quand ils se développent de manière importante, sont pas forcément très fun. Très fun. Donc avoir une protection antioxydante, en fait, c'est se donner la possibilité de diminuer ces radicaux libres, diminuer l'action de ces radicaux libres pour protéger ton organisme. Donc le glutathion sert à ça. C'est un grand protecteur de ton organisme parce qu'il va augmenter de façon importante les niveaux d'antioxydants et ta résistance à tout ce stress que je viens d'évoquer, qu'on appelle un stress oxydatif. Donc les glucides, ils sont importants parce que les glucides, ils vont soutenir l'action de cette grande molécule qu'on appelle le glutathion. Donc pour le côté antioxydant aussi, on a besoin des glucides. Et bien sûr, les glucides sont importants pour la performance physique. C'est le carburant premier que va utiliser ton muscle pour travailler. C'est une source d'énergie pure. Avant d'aller chercher les lipides, avant d'aller chercher les protéines, la première source d'énergie que ton corps va utiliser, ce sont les glucides, parce qu'ils sont immédiatement disponibles. D'accord ? Donc, plus tu vas avoir une activité physique intense, plus les glucides sont importants. Forcément, si tu es ultra sédentaire, que tu ne fais pas d'activité physique, les glucides seront un peu moins importants. D'accord ? Il faut vraiment corréler ça, cet apport énergétique, à la quantité d'activité physique, à l'intensité de l'activité physique que tu vas avoir au quotidien. Du coup, quelle quantité de glucides on a besoin ? Si on regarde un petit peu la science, la littérature sur le sujet, voici ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que dans une alimentation, somme toute équilibrée, on a besoin d'environ 40 à 50% de l'apport énergétique qui provient des glucides. D'accord ? Donc ça veut dire que si tu manges 2000 calories par jour, sur ces 2000 calories par jour, tu en as à peu près 1000, 50%, qui viennent des glucides. D'accord ? Ça, c'est la base. Après, en fonction de tes objectifs, que ce soit de la prise de muscle, que ce soit de la perte de gras, que ce soit maintenir un poids de corps, forcément, l'apport en glucides ne va pas être exactement le même. Ça va être à moduler. Quand on veut prendre du muscle, on a besoin de plus de glucides. On a besoin de plus de glucides parce que les muscles, globalement, ils vont essentiellement grossir aussi parce que tu vas leur apporter des glucides. À la fois parce que les glucides vont être importants sur la performance sportive, mais aussi parce que les muscles sont composés essentiellement d'eau et que pour pouvoir avoir cette eau dans les muscles, tu as besoin des glucides qui vont s'associer avec l'eau pour pouvoir nourrir tes muscles. Donc, quand tu es en phase de prise de muscle, tu as besoin de plus ou moins de glucides. Ça peut aller de 3 à 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Donc, quelqu'un qui fait environ 70 kilos, ça peut être 200 grammes de glucides et ça peut aller jusqu'à plus de 400 grammes de glucides selon l'activité physique. Encore une fois, j'insiste sur le selon l'activité physique. Il est évident que si tu consommes 400 grammes de glucides par jour alors que tu as une activité physique qui est réduite, tu vas consommer finalement beaucoup trop de glucides par rapport à tes besoins et que tu vas stocker les glucides sous forme de gras.
Donc encore une fois, ça va être corrélé à tes objectifs. En phase de perte de gras, tu as besoin de moins de glucides parce que ton souhait, là, pour le coup, c'est d'aller détruire finalement le gras excédentaire. Et pour détruire le gras excédentaire, bah, tu as besoin forcément d'être en déficit calorique. Donc si tu apportes trop de glucides, il y a peu de chances que tu sois en déficit calorique. Donc là, tu vas réduire ta consommation de glucides. Je n'ai pas dit stopper, j'ai dit réduire. D'accord? Donc ça peut être de 2 à 4 grammes de glucides. Donc si je garde là mon individu qui est de 70 kg, on tourne au niveau à peu près du minimum que j'évoquais tout à l'heure de 140-150 grammes de glucides minimum. Et puis on peut aller un peu plus haut jusqu'à un peu plus de 200, encore une fois, selon l'activité physique de la personne. Il est possible, sur des périodes courtes, des sèches, vraiment un peu extrêmes, pour avoir, on va dire, la toute dernière définition musculaire avant, par exemple, un concours de body, il est possible de réduire encore plus les glucides et de passer sous ce seuil des 150 grammes qu'on évoquait tout à l'heure, mais ça doit être fait sur des périodes vraiment très courtes. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on fait sur des périodes très longues parce que ça va avoir tendance plutôt à fatiguer ton organisme qu'autre chose. Donc, on évite ce genre de choses sur des périodes très très longues. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, c'est à moduler en fonction de qui tu es, de tes objectifs, de ton métabolisme, de ta morphologie. Il y a beaucoup de personnalisation derrière tout ça. C'est pour ça que les fourchettes sont aussi larges, parce qu'entre 2 grammes et 7 grammes, la différence, elle est colossale finalement. Donc tout ça, ça s'adapte. Ça s'adapte à toi. Dans les glucides, on a différentes catégories. On a ce qu'on appelle les glucides simples et les glucides complexes. Ça, je pense que tu en as déjà entendu parler. D'ailleurs, on a eu tendance à un moment donné de parler de glucides lents et de glucides rapides. Alors aujourd'hui, on change un petit peu de terminologie parce que c'est un peu plus précis que ça finalement. C'est pas tout à fait ça. Mais tu en as déjà peut-être entendu parler. Qu'est-ce que sont les glucides simples? Les glucides simples, on va avoir globalement 2 grandes catégories. On va avoir ce qu'on appelle les monosaccharides. Les monosaccharides, ce sont les sucres les plus simples qui existent. Donc c'est le glucose, le fructose, que tu vas trouver dans les fruits, le galactose, que tu vas trouver dans les légumes, les fruits, aussi le lait. Donc ça, ce sont des molécules qui sont très simples. Comme elles sont très simples, ça ne demande pas beaucoup de travail à l'organisme pour pouvoir les assimiler. Elles sont absorbées directement dans la circulation sanguine. Glucides simples. On a également dans les glucides simples les disaccharides. Donc le terme de dit parce qu'en fait on a 2 molécules qui sont associées l'une à l'autre. Le saccharose par exemple, c'est l'association d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Le lactose que tu retrouves dans le lait, c'est l'association du glucose et du galactose. D'accord? Donc ça, c'est une molécule qui reste simple, parce que finalement, on n'a que l'association de 2 molécules, c'est pas énorme. Mais ça demande quand même un petit peu plus de temps à l'organisme pour être réduit par les enzymes digestives en monosaccharides avant d'être assimilé par l'organisme. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les glucides simples. Et de l'autre côté, on va avoir les glucides complexes, ce qu'on appelle également les polysaccharides. Donc poly comme plusieurs. D'accord? Les polysaccharides, ça va être globalement les céréales et toutes les dérivés de céréales, donc le blé, le riz, le maïs, l'orge, le seigle. Ça va être les tubercules, donc les pommes de terre, les patates douces. Et ça va être aussi les légumineuses, donc tous les lentilles et les pois, par exemple, que tu peux consommer. Donc ces polysaccharides, ils sont composés, de nombreuses molécules de glucose. C'est pas juste l'association de 2 molécules, c'est de nombreuses molécules qui sont associées en chaîne, entre elles, et du coup, qui vont demander beaucoup plus de temps aux enzymes digestives, beaucoup plus de travail aux enzymes digestives, avant d'être assimilées par l'organisme. Ça, c'est important comme notion à comprendre, parce qu'on va en parler derrière, quand on va parler de pic de glycémie, etc. D'accord? Donc, glucides simples, glucides complexes. Les glucides simples, globalement, sont assimilés très rapidement par l'organisme. Les glucides complexes demandent plus de temps
à être assimilé par l'organisme. Simplement parce que c'est de la décomposition de molécules. Derrière, donc au-delà de parler de sucre lent et de sucre rapide, on va avoir une chaîne de valeurs qui peut être intéressante. C'est ce qu'on appelle l'index glycémique. Donc l'index glycémique, pour comprendre ce que c'est, dis-toi que c'est un peu comme l'échelle de Richter, hein. C'est un peu le même principe. On a une échelle de grandeur avec le max. Donc là, c'est pas le max pour les tremblements de terre ou les catastrophes les plus importantes, c'est le max. La référence ici pour le max, c'est le glucose pur. Donc le glucose pur, si tu le consommes, ça a une valeur de 100. Donc on considère que c'est l'assimilation finalement la plus rapide. D'accord? Et par rapport à cette échelle de valeur, où on met le glucose au max, on va situer tous les aliments que tu vas consommer en disant où ils se situent par rapport au glucose en termes de vitesse d'assimilation par ton organisme. Donc, on est en bas de cette échelle-là, de cet index glycémique, si ça s'assimile lentement par l'organisme, et on est en haut si l'organisme l'assimile très rapidement. Pourquoi on ne parle pas uniquement de sucre lent et de sucre rapide? Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui vont influencer l'index glycémique au-delà de uniquement regarder le nombre de molécules qui vont composer la chaîne de glucides. Donc il y a bien sûr le nombre de molécules, donc la proportion de glucides simples et complexes dans l'aliment que tu vas manger, mais il y a aussi la présence de lipides. Quand tu manges un aliment, il n'y a pas forcément que des glucides dans ton aliment. Alors certes, si tu manges un fruit, par exemple, tu vas avoir des glucides, mais si tu manges un autre aliment, par exemple, je ne sais pas, tu manges une salade composée avec un peu d'huile, un peu de vinaigre, etc. Pourquoi pas un peu de poulet dedans. Dans ta salade, tu vas avoir des glucides, tu vas avoir des protéines, tu vas avoir des lipides. D'accord? À partir du moment où, quand tu manges, tu ne manges pas que des glucides, tu manges aussi des lipides, et bien la présence de graisse au moment de l'assimilation va ralentir la digestion et l'absorption des glucides. Donc si en même temps que tu manges des glucides, tu manges des lipides, tu vas ralentir l'absorption, l'assimilation des glucides. Donc ce n'est pas juste finalement la composition même des glucides qui importe, mais aussi ce que tu manges avec. On a un deuxième facteur qui joue, c'est le fait qu'il y ait des fibres. Plus l'aliment contient de fibres, plus la digestion va être lente, plus elle va être progressive. C'est pour ça que en coaching, souvent on me demande pourquoi je déconseille de boire des jus de fruits. Pourquoi le matin je déconseille de boire un jus d'orange qui plus est industriel au petit déjeuner. Parce que boire un jus de fruits, ce n'est pas la même chose que de manger le fruit. Quand tu manges le fruit, tu as bien sûr les glucides, mais tu as aussi les fibres du fruit. Et le fait d'avoir les fibres du fruit va ralentir la digestion des glucides. D'accord? Tu vas les assimiler plus lentement. Si tu bois un jus de fruit, dans le jus de fruit, il n'y a plus du tout de fibres. Il n'y a plus rien. D'accord? C'est des glucides purs. Et bien là, dans ce cas-là, l'assimilation, l'absorption se fait très 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 rapidement. Donc ça ne va pas te rassasier de la même façon. Si tu bois un jus de fruits, tu auras toujours faim après. Clairement, ça t'aura peut-être fait plaisir sur l'instant, tu auras bu un jus de fruits qui t'aura peut-être apporté déjà 150-200 calories très rapidement. C'est déjà une bonne partie finalement de ce que c'était censé manger à ton petit déjeuner. Mais finalement, ça ne va pas te rassasier du tout. Alors que si tu manges un fruit, là, avec les fibres que tu vas apporter en même temps, plus ce que tu vas pouvoir manger, pourquoi pas, à côté de ton fruit, hein, peut-être des œufs qui vont apporter justement les lipides qu'on évoquait précédemment, eh bien, ça va ralentir l'assimilation et ça va être beaucoup plus pertinent pour
la satiété, ne plus avoir faim dans la matinée. Et puis un dernier élément qui est important, c'est bien sûr la transformation de ton aliment. Quand on parle de glucides, des glucides, il y en a dans beaucoup de choses, mais il y en a dans des aliments plus ou moins sains. Manger un fruit, manger du riz, ou manger un plat industriel ultra transformé, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose et ça va pas impacter ton organisme de la même façon d'ailleurs non plus sur l'index glycémique. Clairement, plus ton aliment va être transformé, plus il va impacter négativement sur ton index glycémique. Donc plus ton index glycémique sera haut. Quel impact? Qu'est-ce que ça fait finalement d'être haut sur cette échelle qu'on appelle l'échelle de l'index glycémique? Eh bien, si tu es haut, tu vas générer un pic d'insuline important. Donc, j'y reviendrai juste derrière. C'est une réaction normale de l'organisme d'avoir un pic d'insuline. Le problème, c'est que si ton pic d'insuline il est très brutal, il est très important, tu vas avoir une réaction tout aussi importante derrière, qui va être la baisse brutale de la glycémie. Donc la réaction derrière, en fait, ça va être, tu vas faire un pic comme ça, qui va être augmentation rapide de ta glycémie, l'insuline opère, ça redescend rapidement ta glycémie, et le problème de ça, c'est derrière, tu vas avoir un gros coup de pompe. C'est pour ça que le midi, par exemple, au boulot, si tu manges sur le pouce et que tu manges mal, ou que tu manges au restaurant et que tu ne fais pas les bons choix, et ben tu vas te retrouver en début d'après-midi à avoir l'impression de dormir complètement derrière ton PC, ou si tu as une réunion après le repas, de dormir en réunion, et là tu as vraiment besoin de ton café avant de partir en réunion, sinon tu sais que tu vas t'écrouler, c'est à cause de ça. C'est parce que tu fais un pic d'insuline, et tu as une glycémie finalement réactionnelle derrière, par rapport à ce que tu as mangé. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc chute finalement de tes niveaux d'énergie. Le problème derrière, c'est qu'en plus, tu vas avoir faim, tu vas avoir des fringales, ce qui fait que tu vas avoir envie de te jeter sur des conneries. Donc si tu es chez toi, tu vas peut-être aller chercher un truc vite fait dans le placard parce que tu as faim et très rapidement après le repas. Si tu es au boulot et tu as un mini-bar, un snack ou je sais pas quoi, ton boulot qui est proposé par ton entreprise, peut-être que tu vas aller chercher un truc à grignoter avec ton café. Et finalement, tu te retrouves à grignoter et à avoir un apport calorique trop important par rapport à ce qu'il devrait être, simplement parce que tu as fait des mauvais choix. Et cet apport calorique trop important, il va favoriser le stockage de graisse, tout simplement. Donc, simplement parce que tu n'as pas forcément fait le bon choix alimentaire, derrière, ça va enchaîner finalement un ensemble de réactions qui font que peut-être que tu vas manger trop par rapport à ce qui était prévu et surtout, tu vas te sentir fatigué. Mais vraiment fatigué. Donc ça, c'est important de le comprendre. Je te donne quelques éléments ici pour que tu saches te situer un petit peu sur cet index glycémique. Donc on a dit le glucose, il est tout en haut. Donc c'est la valeur 100. Et pour te situer quelques aliments, tu vois, par exemple, si tu manges des frites à la cantine, index glycémique 95. C'est énorme. Le pain blanc, 95 également. Les céréales industrielles, les cornflakes par exemple, 85. Le pain complet, c'est un peu mieux que le pain blanc. Tu vois, on est déjà à 70. C'est un petit peu mieux. Le riz blanc, la banane, tu vois, même la banane qui finalement peut être considérée comme étant une source de sucre pur. D'ailleurs, la banane, c'est un peu le diable quand on parle encore une fois de diète cétogène et d'apport en sucre, etc. La banane, il ne faut surtout pas en manger. La banane, c'est pas si grave que ça. Index glycémique, 57, c'est toujours beaucoup mieux que de se prendre un verre de jus d'orange, tu vois. La banane, la pomme, les lentilles, voilà. Je te donne quelques exemples ici. Et je t'en redonne ici pour te les classifier entre ceux qui ont un index élevé, ceux qui ont un index moyen et ceux qui ont un index bas. Dans les index élevés, tu vois que la baguette que tu achètes à Leclerc ou que tu achètes en boulangerie, tu es au max, quasiment max, 95. Tout ce qui va être les flocons,
pareil, 80, 90. Le pain de mie, 85. Les sodas, 70. Les biscottes, les fameuses biscottes, crackers, etc., 70. Si tu veux manger un peu mieux, les raisins secs, les pommes de terre, les flocons d'avoine, ça c'est mieux. C'est mieux, la banane, le kiwi, on est sur quelque chose de mieux. Et si tu veux vraiment être sur un index glycémique bas, bah remplace ta baguette par du pain de seigle, par exemple. C'est beaucoup mieux, on passe de 95 à 45. D'accord? Remplace ton soda par une pomme, par une orange, par du raisin. Enfin, je sais pas, mais je te donne quelques exemples ici. Tu peux regarder sur Internet, tu trouveras des grilles beaucoup plus complètes. Je ne vais pas te mettre tous les aliments qui existent, mais tu cherches un aliment, tu regardes sur Internet un index glycémique de tel ou tel aliment, tu vas retrouver euh, son index glycémique et tu sauras finalement où il se situe sur cette grille-là. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois plus jamais manger de baguette de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu dois plus jamais manger de pain de mie de ta vie. D'accord? On n'est pas non plus sectaire. C'est simplement comprendre comment ton corps réagit. Tu sais que si tu fais ce choix-là, ton corps derrière, bah, il va générer un pic d'insuline. Tu sais que tu risques d'être fatigué. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu dois plus le faire, ça veut peut-être dire que tu dois moins le faire des choix avisés en fonction de la situation qui se présente pour maximiser tes niveaux d'énergie. C'est juste ça. Donc essaye effectivement d'aller choisir plutôt des aliments à des index glycémiques bas, modérés. Tu t'en gardes de temps en temps quand on a envie un index glycémique élevé. Mais tu vois, c'est comme quand on a fait la thématique sur l'inflammation, sur les aliments qui étaient pro-inflammatoires. Tu vois, on a évoqué ce sujet-là. C'est pas encore une fois parce qu'un aliment est pro-inflammatoire qu'il ne faut plus jamais en manger. C'est la même chose. Mais il faut avoir raison de garder. Si c'est que ça ton alimentation, forcément ça peut pas matcher. Encore une fois, Pareto est censé ici. 80% d'aliments sains, 80% d'aliments qui sont bons pour l'inflammation, qui réduisent l'inflammation, 80% d'aliments qui ont plutôt un index glycémique bas ou modéré. Et puis les 20% restants pour te faire plaisir sur des choses dont tu as envie, mais qui sont peut-être un peu moins cool en termes d'énergie, un petit peu moins cool pour ta santé. Mais il faut trouver cet équilibre-là plutôt que l'inverse si tu veux maximiser finalement tes résultats, ton potentiel et ton niveau d'énergie. Pour revenir sur cette réaction insulinique, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Quand tu manges tes glucides, que tu as ton glucose qui pénètre dans le sang, donc après ton repas, tu as ta glycémie qui s'élève. À partir du moment où tu as ta glycémie qui s'élève, tu vas avoir le pancréas, donc juste ici, qui va générer de l'insuline, qui va produire de l'insuline en réaction au fait que tu aies augmenté les taux de glucose sanguin. Cette production d'insuline, elle va permettre de faire pénétrer ce glucose sanguin dans les cellules de ton corps. D'accord? À partir du moment où le glucose il est rentré dans les cellules de ton corps, c'est-à-dire qu'il est plus présent dans ton sang, du coup, ta glycémie sanguine va redescendre. Tu vois, l'insuline, c'est juste ça. C'est juste une réaction, ça n'a rien de grave. Le fait de faire des pics d'insuline, c'est pas dramatique. En fait, le souci, c'est surtout si tu as une consommation de glucose qui potentiellement devient trop importante. Pourquoi là ça devient un souci? Parce que tu n'as pas un stock, enfin, t'as pas un entrepôt pour stocker qui est suffisamment grand. C'est-à-dire que quand tu vas prendre le glucose sanguin, tu vas le mettre soit dans ton foie, soit dans tes muscles. D'accord? Donc le stockage du glucose se fait dans le foie ou dans les muscles. Ça, on en a parlé déjà précédemment. Ce stockage, qui se fait sous la forme de ce qu'on appelle glycogène,
grâce à une opération qui s'appelle la glycogénogénèse. Donc ça permet de stocker le glucose dans les hépatocytes, qui sont les cellules du foie, ou dans les myocytes, qui sont les cellules du muscle. Le problème, c'est quand ton entrepôt il est saturé. Tu as rempli ton foie, tu as rempli ton muscle, et puis tu n'utilises pas l'énergie là pour faire une activité physique. Et bien dans ce cas-là, l'excédent de glucose, il est stocké plutôt dans le tissu adipeux, d'accord, par une opération qu'on appelle la lipogénèse. La lipogénèse, elle va stocker le glucose dans les adipocytes, qui sont les cellules graisseuses. C'est ça en fait surtout le souci. C'est finalement, est-ce que tu as une consommation de glucides qui est cohérente par rapport à ton niveau d'activité physique? Voilà, c'est ça en fait le problème. C'est pas de savoir si ton corps il a une réaction insulinique au fait que tu manges des glucides. Le fait qu'il ait une réaction insulinique, c'est juste normal. Ça fait partie du fonctionnement de ton corps. Là où ça devient peut-être problématique, c'est quand tu as trop d'apports et que tu finis par stocker, ou deux, et ça on en parlait dans les fondamentaux, on en parlait dans les 3 piliers du métabolisme, c'est si ton corps ne fonctionne plus bien, ton métabolisme ne fonctionne plus bien, et que tu as tendance à être résistant à l'insuline, c'est-à-dire que cette réaction insulinique ne fonctionne plus bien chez toi, et du coup tu n'arrives plus à utiliser le glucose comme tu devrais l'utiliser ici, donc dans le foie, dans les muscles, pour produire de l'énergie. Et du coup, tu vas avoir tendance à le stocker. Donc c'est juste ça le problème. Donc ça veut dire que si tu manges les bons apports en glucides par rapport à ton activité, ça veut dire que si ton organisme fonctionne correctement parce que tu as bien respecté les différents fondamentaux que j'évoquais, d'entraînement, de nutrition, de sommeil, de mouvement, de gestion du stress et des toxicités, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. Les glucides ne sont pas le diable. Encore une fois. Et il ne suffit pas de le dire, on va le voir de manière concrète. Notamment avec des études, parce que tu pourras encore aller vérifier, parce que c'est important à un moment donné de montrer les choses, de prouver les choses et pas juste de les annoncer. D'accord? Ce que dit la recherche scientifique, clairement, c'est que à partir du moment où ton apport calorique est le même, que ta consommation en protéines est la même, que tu choisisses de manger beaucoup de glucides ou que tu aies une préférence sur une consommation importante de lipides, finalement, ça n'impactera pas de manière différente ton organisme sur la perte de poids. D'accord? Donc je le redis, si ton apport calorique est le même, tu manges 1500 calories par jour. Si ton apport en protéines est le même, tu manges 150 grammes de protéines par jour. Et bien que tu choisisses, dans ce qui reste de calories, d'apport énergétique, de manger beaucoup de glucides et beaucoup de lipides, ça c'est une préférence pour toi, ça ne changera rien. Ça ne change rien du tout à ta perte de poids. Strictement rien. On a plusieurs méta-analyses qui le démontrent. On a déjà des méta-analyses que je te mets les références scientifiques en dessous, tu pourras les checker, je te mets les liens comme d'habitude, qui montrent. Voilà, on a pris deux groupes d'individus. Premier groupe, on lui a fait manger beaucoup de glucides. Deuxième groupe, on lui a fait manger très très peu de glucides. On a donné le même nombre de calories aux deux groupes. Et clairement, on n'a vu aucune différence significative sur la perte de gras entre les deux groupes à partir du moment où on a fait l'analyse correctement, et c'est-à-dire qu'on leur a fait faire le même niveau d'activité physique, bien évidemment, qu'on leur a donné les mêmes apports énergétiques. Donc on a eu quelque chose, je veux dire, de comparable. Voilà, on a mis dans les mêmes conditions les mêmes groupes d'individus pour pouvoir comparer des choses qui étaient comparables. On a également fait des études en chambre métabolique. Donc chambre métabolique, ça veut dire qu'on contrôle beaucoup mieux les choses parce que
euh, l'humain reste l'humain. On ne maîtrise pas 100% des choses. Voilà, quand on fait des méta-analyses sur des gens, ça fonctionne sous forme quelque part de questionnaires, d'interviews. C'est eux qui nous remontent ce qu'ils font au quotidien. On les interroge sur ce qu'ils font au quotidien, mais finalement, on les enferme pas. On n'enferme pas des gens pendant 20 ans dans une cage pour leur donner à manger, pour vérifier que tout est parfaitement contrôlé, l'apport énergétique, la dépense calorique. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça. Du coup, on fait des expériences qu'on appelle en chambre métabolique. Donc, chambre métabolique qui nous permettent de travailler finement sur les apports énergétiques, pardon, les dépenses énergétiques, pour voir ce que ça donne. Et clairement, quand on travaille en chambre métabolique, on voit que la perte de poids, elle est identique selon qu'on soit en diète céto, donc fort apport en lipides et faible en glucides, ou selon qu'on ait choisi de faire une diète avec un apport en glucides important. Ça ne change strictement rien. Donc là, je te mets les petites études qui en parlent. Tu pourras aller checker tout ça si tu le souhaites. On a notamment une étude pour moi qui est hyper intéressante, c'est celle de Node. C'est une étude qui a été financée par le NUSI, donc The Nutrition Science Initiative. On a comparé du coup deux groupes d'individus. On a mis un groupe d'individus en diète cétogène, donc un fort apport en lipides et faible en glucides. On a mis un groupe d'individus avec un apport en glucides très important, 300 grammes par jour. C'est peut-être même plus important que ce que tu manges toi aujourd'hui, donc on est vraiment loin sur l'apport en glucides. On a fait ce travail comparatif, et clairement, derrière, là encore, on a vu qu'il n'y avait aucune différence de perte de poids entre les deux groupes, malgré le fait que les niveaux d'insuline forcément n'étaient pas du tout les mêmes, parce que on a vu que la réaction insulinique, elle se fait de manière importante en réaction à des apports en glucides. Forcément, ceux qui ne mangent pas de glucides, ils vont avoir moins de réaction insulinique, quoi qu'il y en aura, je t'expliquerai un peu pourquoi après. Il y aura moins de réaction insulinique, et pour autant, ça ne change rien à la perte de poids. Donc quand tu vois des personnes sur les réseaux qui t'affichent parce qu'ils testent leur niveau de glucose sanguin avec des petits capteurs qui se mettent sur eux, qui sont vraiment réservés pour les personnes diabétiques accessoirement, mais qui, eux, se les mettent sur eux pour suivre leur courbe de réaction insulinique et qui t'affichent ça sur les réseaux pour te dire attention, c'est la catastrophe, regardez comment mon insuline, elle monte, et du coup, c'est très mauvais, et du coup, je vais grossir, etc. Et il faudrait qu'il n'y ait pas de réaction insulinique, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois, la réaction insulinique est normale, ça fait partie du processus, et là on le voit encore une fois à travers cette étude, ça n'impacte pas du tout le poids, le fait qu'il y ait une réaction insulinique. D'accord? Donc, ce n'est pas une problématique, c'est un choix de vie quelque part. Tu préfères des glucides, tu préfères des lipides, tu veux les deux, on s'en fout. Tant que tu as le même apport en calories, le même apport en protéines, ça donne les mêmes résultats. On a une autre étude de 97, donc une étude qui a été faite par Sirwitt, qui a montré, là encore, qu'en mettant deux groupes d'individus avec des niveaux de calories équivalents, alors le premier groupe d'individus, on lui a fait consommer 121 grammes de sucre par jour. Le deuxième groupe d'individus, c'était uniquement 12 grammes de sucre par jour, vraiment très très faible. Eh bien, ces deux groupes d'individus avec le même niveau de calories ont perdu exactement le même poids au gramme près, 7 kilos. D'accord? Il n'y a eu aucune différence. Ce qui est intéressant par contre de noter, c'est que peu importe le choix qui a été fait de glucides ou de pas glucides, c'est que les marqueurs de santé se sont fortement améliorés dans les deux groupes. C'est-à-dire qu'en fait, l'amélioration de la santé des personnes, elle ne se fait pas parce qu'ils ont décidé de consommer des glucides ou parce qu'ils ont décidé de consommer des lipides, elle se fait tout simplement parce qu'ils ont perdu du poids. Et ça, c'est un biais qu'il faut comprendre aussi. C'est ce qu'on appelle le biais de l'utilisateur en bonne santé. Souvent, on va avoir des personnes qui sont à diète, peu importe la diète, qui vont afficher sur les réseaux le fait que leur diète leur a permis, au-delà de perdre du poids, d'améliorer
tous leurs indicateurs santé. Donc ils arrivent, prise de sang à l'appui pour montrer que voilà, tous leurs indicateurs santé se sont améliorés. Et ils disent, ben voilà, c'est parce que je suis cette diète-là que non seulement j'ai perdu du poids, mais qu'en plus j'ai amélioré mes marqueurs de santé. En fait, non. Ils ont déjà amélioré leurs marqueurs de santé parce qu'ils ont perdu du poids. Donc ça, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est aussi parce que, peu importe la diète choisie, bah, ils ont fait des meilleurs choix. À un moment donné, si tu passes d'une vie où tu manges mal, tu dors mal, tu es stressé, tu n'as pas d'activité physique, à une vie où tu adoptes une diète, peu importe la diète, que tu commences à faire du sport, que tu commences à mieux dormir, que tu commences à mieux gérer ton stress, bah tu vas améliorer tes marqueurs de santé. Mais c'est pas spécialement parce que tu as suivi ce régime-là. C'est parce que tu as mis en place un ensemble de choses qui te permettent aujourd'hui d'améliorer ta santé. Tu t'entraînes, tu dors mieux, tu arrêtes de manger des conneries, ça améliore ta santé de facto. Peu importe derrière que tu aies choisi de manger plus de protéines, plus de glucides, plus de lipides ou peu importe. C'est pas ça. C'est pas ça le truc. Donc attention à toujours avoir un peu de recul sur ces sujets-là et se poser la question finalement de savoir, au-delà de ce qu'on souhaite mettre en avant, qu'est-ce qui vraiment derrière a été fait, a été mis en place et qu'est-ce qui a eu vraiment de l'impact sur les résultats affichés par la personne. D'accord? Toujours avoir ce recul-là derrière. Donc, l'insuline, encore une fois, maintenant tu as compris un petit peu le rôle de l'insuline, mais c'est quelque chose de normal. Voilà. Après, l'organisme, le métabolisme, va s'adapter en fonction de ce que tu vas lui fournir. Parce qu'on a dit, finalement, on peut avoir des préférences sur le glucose, on peut avoir des préférences sur les lipides. Ce qui est important d'ailleurs, c'est que ton organisme va s'adapter à ce que tu lui fournis. Si tu as tendance à manger de manière préférentielle des lipides, diète keto, forcément, ton organisme, comme tu lui fournis essentiellement des lipides, ce qui va utiliser le mieux, ce sont les lipides. Parce que c'est ce que tu lui fournis comme énergie. Donc il va facilement utiliser les lipides de l'alimentation pour produire de l'énergie. Il va stocker moins de lipides, puisqu'il utilise les lipides. Mais inversement, il va peut-être avoir des soucis pour gérer les glucides. Parce que comme tu lui en donnes moins, si à un moment donné tu décides de lui apporter des glucides un peu en excès, tu fais une exception, etc., peut-être que ton organisme va moins bien réagir. Moins bonne assimilation, moins bonne digestion. Tu vas faire un pic réactionnel important, etc. Parce que ton organisme, il n'a plus l'habitude. Un peu comme quand tu manges sainement pendant très longtemps, et puis un jour tu décides de te faire une orgie, un grand n'importe quoi. Je peux t'assurer que t'es pas bien. T'es pas bien du tout. Et c'est simplement parce que ton organisme n'a plus l'habitude. Et ça fonctionne dans l'autre sens. Si ta préférence c'est les glucides, que tu manges peu de lipides, tu vas mieux utiliser les glucides que les lipides. Et le jour où tu consommes des lipides en excès, parce que ton organisme il a moins l'habitude de les gérer, ça va un petit peu moins bien se passer. En fait, ton corps, encore une fois, il s'habitue à ce que tu lui donnes. Alors, l'habitude ne se fait pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui va manger un peu de tout, lipides, glucides, protéines, etc., et puis qui va décider à un moment donné de se mettre en diète cétogène, il va lui falloir plus ou moins de temps pour que son organisme s'adapte à cette diète-là, pour être en capacité de vraiment bien métaboliser, utiliser les lipides qui sont apportés, notamment pour mettre en place les actions que j'évoquais tout à l'heure, le fait de transformer d'autres substrats énergétiques en glucose parce qu'on a des éléments de l'organisme comme le cerveau qui fonctionne exclusivement par le glucose. Toutes ces opérations-là demandent du temps. Le fait que tu fasses beaucoup de sport derrière et d'être en capacité, alors que tu avais l'habitude d'utiliser les glucides directement de ton alimentation pour faire une activité physique,
bah, le fait de devoir aller piocher dans d'autres substrats énergétiques comme les protéines ou les lipides, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça peut demander du temps. Chez des sportifs d'un certain niveau, retrouver les mêmes performances physiques dans leur sport en ayant changé un régime alimentaire comme ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Le temps que leur métabolisme s'habitue à cet apport énergétique qui est radicalement différent en termes de substrat et qui soit capable de métaboliser aussi efficacement qu'il métabolisait précédemment. Alors peut-être qu'une fois qu'il aura fait ce gap, il ira encore plus loin et finalement on se rendra compte que son organisme fonctionne mieux maintenant avec ce substrat énergétique et il aura encore de meilleures performances qu'il n'en a jamais eu, mais la bascule va prendre du temps. La bascule va prendre du temps. Encore une fois, ton corps s'habitue. Ton corps s'habitue. Après, ce qui est important, c'est d'aller vers la voie finalement qui te convient le mieux. D'accord? Donc, il n'y a pas du pour et du contre, du positif et du négatif. C'est pas dire oui, les glucides c'est génial, les lipides c'est mauvais, oui, les lipides c'est mauvais, les glucides c'est génial. Peu importe. Chaque cas a des avantages et des inconvénients. Si tu es dans un régime riche en glucides, bah, tu vas avoir une insuline qui est plus élevée. Tu vas avoir une lipolyse qui va être un peu inhibée, donc l'utilisation des lipides. Tu vas avoir une oxydation des graisses qui va être réduite. Tu vas un peu moins bien aller brûler le gras. Tu vas mieux, par contre, utiliser les glucides. Euh, tu vas épargner les graisses alimentaires. Et puis, inversement, bah, si tu as un régime qui est pauvre en glucides, bah, ta insuline va être au quotidien plus basse. Tu vas avoir une lipolyse qui va augmenter. Tu vas mieux oxyder les graisses. Inversement, tu vas avoir plus de mal à oxyder les glucides. Et là, c'est plutôt le glucose que tu vas avoir tendance à stocker. Tu vois? Mais encore une fois, ton corps, il ne fait qu'utiliser le carburant que tu lui donnes. Il s'habitue à ce que tu lui donnes. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend plus ou moins de temps, mais il s'habitue à ce que tu lui donnes. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est l'apport énergétique global. C'est ça qui fait que tu vas prendre du gras ou perdre du gras. La lipogénèse, on appelle ça la lipogénèse également de novo, hein, c'est la même chose. Donc la lipogénèse, c'est la conversion des glucides en graisse. D'accord? Donc ça, c'est un peu le mythe sur lequel on s'appuie également pour dire que les glucides sont très mauvais. C'est de dire, voilà, les glucides se transforment en graisse par le processus de lipogénèse. Ce qu'on constate, c'est que dans des conditions alimentaires normales, en fait, ce processus se produit, mais en quantité vraiment très très faible. On a notamment une étude, je te mets la référence en dessous, de 2001, qui montre que quand on augmente chez les femmes leur alimentation de 50%, donc il y a quand même une vraie suralimentation, et que sa suralimentation se fait essentiellement par l'apport de glucides, parce que c'est quand même ce qu'on cherche à tester ici, en fait, l'étude montre que seulement 1,4% de la graisse qui a été prise, qui a été gagnée, provient directement des glucides. Ça reste marginal. Ça reste vraiment marginal. Globalement, un pourcentage plus élevé de gras va être stocké plus aisément dans le tissu adipeux. Le gras génère du gras. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Je terminerai sur ça avec une dernière méta-analyse de Korsmogen qui date de 2019. Méta-analyse, j'aime bien parce que, encore une fois, c'est la synthèse de beaucoup d'études. Donc on évite de tomber sur un biais où on a une étude avec très peu de personnes concernées. Là, on a forcément beaucoup de personnes concernées. Donc là, c'est une méta-analyse avec 23 études qui ont été analysées, avec des régimes pauvres en glucides, des régimes riches en glucides. Beaucoup de personnes qui ont été étudiées. Et là encore, bah, je te mets la référence, hein, tu pourras aller la vérifier, mais on a zéro différence de perte de poids. Et on a également zéro différence d'adhérence. C'est-à-dire que
Les personnes, à partir du moment où elles ont choisi le régime alimentaire qui leur convenait, qu'il soit riche ou pauvre en glucides, peu importe, eh bien ça fonctionne de la même façon. Ça fonctionne exactement de la même façon. Donc, si on synthétise un petit peu tout ça, on va dire que, ce qui compte vraiment, c'est la perte de poids en elle-même. C'est le fait de perdre du poids, le fait de mettre en place des actions pour être en meilleure santé par le biais de l'entraînement, par le biais de la nutrition, par le biais du sommeil, par le biais de la gestion du stress. C'est tout ça qui fait que tu vas être en meilleure santé. C'est pas le choix du régime en lui-même, le fait d'être pauvre en glucides, riche en glucides, carnivore, végétalien, peu importe. Ce qui est important, c'est les choix santé que tu vas faire derrière. D'accord? D'ailleurs, tu peux très bien adopter une diète spécifique et ne pas être en bonne santé parce que à côté, tu auras fait de mauvais choix. Tu peux très bien, par exemple, adopter une diète carnivore en te disant, voilà, peu de gras, peu de glucides, du coup, je réponds à tous ces problèmes-là. Et en fait, tu te retrouves à être en mauvaise santé parce que tu n'as pas les apports en vitamines et minéraux qu'il te faudrait, parce que peut-être que derrière, tu gères pas bien ton stress, peut-être que derrière, tu dors pas correctement, et tu vas pas forcément être en super santé derrière. D'accord? Donc c'est un tout. C'est un tout qui te permet finalement d'améliorer ta santé. Petite parenthèse, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, sur un paradoxe dont on parle très très peu. Franchement, je crois que ce truc-là, je ne l'ai pas vu évoqué une seule fois sur les réseaux par tous ceux qui me parlent de nutrition, par tous ceux qui me parlent d'insuline, de pic d'insuline. Et pourtant, c'est un truc mais qui est dingue quand on y pense. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu prends, tu as un apport en protéines par le biais de la whey, donc les protéines en poudre, par le biais des œufs, par le biais du poulet, eh bien, ces aliments, ils sont ce qu'on appelle insulinogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas en manger, alors que ce sont des protéines, eh bien, tu vas sécréter de l'insuline. Il n'y a pas de présence de glucose, pas de présence de glucides, et pour autant, tu vas sécréter de l'insuline. Tu te fais un shaker de protéines avec 50 grammes de whey, tu vas avoir quasiment la même réponse insulinique que si tu prends 50 grammes de glucose en mangeant des fruits. Donc ça veut dire que si l'insuline était vraiment le diable absolu, quelqu'un qui se fait une diète carnivore, qui mange quasiment que des protéines, il serait obèse. Il serait forcément obèse. Et c'est pas le cas. C'est absolument pas le cas. Au contraire, on sait qu'aujourd'hui, des diètes où on a un apport en protéines important, on en a parlé sur la vidéo sur les protéines, de par la thermogénèse de la digestion alimentaire, de par le niveau de satiété que ça apporte, de par l'action des protéines sur l'ensemble du système. Manger des protéines, au contraire, a plutôt tendance à aider à perdre du poids. Donc, ça invalide clairement encore plus, finalement, le fait de dire que la réaction insulinique est un problème pour l'organisme parce que ça va générer derrière du stockage de gras. C'est pas du tout le cas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important? Ce qui est vraiment important déjà, c'est ta préférence à toi. On aime tous des choses différentes. On n'a pas tous envie de suivre le même régime alimentaire, on n'a pas tous les mêmes préférences alimentaires. Tu as forcément tes préférences. T'aimes manger de la viande, t'aimes pas manger de la viande, t'aimes manger du poisson, t'aimes pas manger de poisson, t'aimes bien les légumes, t'aimes pas les légumes, t'aimes les fruits, etc. T'as forcément des préférences alimentaires. Ce qui est important déjà, c'est de prendre en compte tes préférences alimentaires, parce qu'à un moment donné, si tu pars sur un régime en commençant à manger des choses que tu n'aimes pas, tu vas pas tenir très longtemps, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la première chose. C'est le fait de partir sur ce que tu aimes. La deuxième chose, c'est l'apport énergétique. À un moment donné, si tu as des objectifs physiques, perte de poids, prise de muscle,
bah, il faut que ton objectif en apport calorique soit cohérent. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu aies un excédent calorique. Si tu veux perdre du gras, il faut que tu sois en déficit calorique. Donc ça, c'est fondamental. Peu importe ce que tu vas choisir de faire derrière, ça, c'est une règle de base. Il y a ton contexte personnel, du coup. Quelles sont tes contraintes à toi quotidiennes? De par ta situation pro, ta situation perso, tes objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. Ce qui est important, c'est que tu adoptes un régime alimentaire qui rentre là-dedans, qui rentre dans ton quotidien, qui rentre dans tes objectifs. Parce qu'encore une fois, si tu es à côté de la plaque, bah non seulement tu n'avanceras pas vers tes objectifs, et du coup tu vas être un peu dégoûté, tu vas te lasser, tu vas abandonner. Mais si en plus c'est trop compliqué à intégrer dans ton quotidien, de par ton activité, de par ton planning, de par ton job, bah tu vas avoir du mal aussi à le tenir. Donc il faut que ça s'intègre dans ton quotidien. Et puis il y a une dernière chose qui est importante, que je dis quand même pas mal, c'est la santé globale. Au-delà de regarder juste des macronutriments, parce qu'on parle là juste de macronutriments, quand tu manges quelque chose, demande-toi où tu te situes en termes de bénéfices et de risques. Qu'est-ce que ça t'apporte en vitamines et minéraux pour ta santé? Est-ce qu'il y a des toxines dans ce que tu manges? Est-ce que ce sont des produits qui sont intoxiqués par des polluants? Est-ce que ce sont des produits qui sont transformés ou ultra transformés? Ou est-ce que ce sont des produits bruts et plus sains? Est-ce que ce sont des produits que tu digères bien? Ou est-ce qu'à chaque fois que tu les manges, finalement, tu te sens ballonné, tu fais des gaz, tu as mal au ventre? Ça, c'est une vraie question. Il faut te sentir bien quand tu manges. Et est-ce que tu assimiles bien ce que tu manges? Voilà, l'alimentation, c'est un tout. C'est pas juste de dire je mange des glucides, je mange des lipides, je mange des protéines. C'est un tout. Et il faut regarder finalement ça d'un point de vue macro. D'accord? C'est pas juste finalement juxtaposer des macronutriments dans une assiette. Donc tout ça est important à prendre en compte si tu veux à un moment donné être en santé, tendre vers tes objectifs et surtout adhérer sur le long terme au choix que tu vas faire. Donc voilà, je te laisserai regarder un peu sur le PDF plus en détail cette slide-là. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais globalement, c'est la synthèse, les avantages d'un régime en glucides, les avantages d'un régime en lipides, les inconvénients d'un régime pauvre en glucides, les inconvénients d'un régime pauvre en lipides. Dans les deux cas, finalement, il y a du plus et du moins. Il n'y a rien de parfait. Donc sans doute que la meilleure approche, encore une fois, c'est une approche équilibrée. Tu manges des glucides, tu manges des lipides, plus ou moins, en fonction, encore une fois, de ce qu'on vient de se dire précédemment, en fonction de tes appétences, en fonction de comment tu te sens avec ce que tu manges, de ton niveau d'énergie, de ton niveau d'activité, mais il n'y a pas de raison de couper quoi que ce soit. Une dernière chose, quelles sont les recommandations pratiques pour toi? 6 choses. 6 choses que tu peux suivre, là, qui sont factuelles et qui vont t'aider. Première chose, privilégie l'adhérence. D'accord? Choisis une façon de manger qui te permet de maintenir tout ça sur le long terme. L'idée, c'est pas d'être parfait. D'accord? On ne te demande pas d'être parfait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes aujourd'hui qui me suivent sur cette académie qui vont avoir un objectif sportif de dingue qui nécessite un régime bien particulier. Pourquoi pas? Mais là, pour la plupart des personnes, ça va pas être le cas, donc pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Encore une fois, Pareto. Choisis ce qui te convient bien, et puis fais à 80% très bien, et puis à 20%, garde-toi du petit kiff, du petit plaisir sur des extras que tu sais qui sont un peu moins bien, mais qui te font kiffer. Tu vois, hier midi, je suis passé à la boulangerie, j'ai acheté des parts de tarte au flan pour le dessert, qu'on a mangé tranquillement en famille le midi. Ben voilà, tarte de tarte au flan, au niveau calorique, au niveau glucides, au niveau lipides, j'ai tout explosé. Mais ça a été un petit moment de plaisir. Et voilà, et c'est super parce que finalement, ces petits instants plaisir, quand tu fais tout bien le reste du temps, ils impactent pas du tout tes objectifs. Ils impactent pas non plus ton niveau d'énergie parce qu'en fait, ton organisme, il fonctionne tellement comme une Rolls-Royce qu'en fait, ça impacte rien du tout.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où tu fais bien les choses au quotidien, ces exceptions ne poseront plus de problème. Mais vraiment plus. Et du coup, tu n'auras pas à culpabiliser à chaque fois que tu feras un écart parce que tu sais que ça n'a aucune importance si tu fais bien les choses au quotidien. Deuxième conseil, opte de préférence pour des aliments qui ont un index glycémique bas. D'accord? Non pas parce qu'ils vont te faire perdre du poids plus vite, non pas parce qu'ils sont meilleurs pour ta santé, mais parce que ils vont te permettre d'avoir une meilleure régulation de ta glycémie et du coup de ne pas avoir des sauts d'énergie, de ne pas te retrouver avec l'énergie qui est complètement donne parce que tu fais une réaction à un pic de glycémie. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième chose. C'est vraiment essayer dans la mesure du possible de prévoir des aliments à index glycémique plutôt bas. Je mettrai peut-être une exception, c'est quand tu fais une séance de sport. Quand tu fais une séance de sport, là, tu as besoin d'avoir de l'énergie rapidement, puisque c'est pour tout de suite, pour maintenant. Donc là, tu peux y aller avec des index glycémiques élevés. Tu vois, il y a même des body qui affichaient ça sur leur séance de musculation très intensive, etc., qui allaient se faire des dragibus, par exemple, pendant ou après leur séance de musculation, parce que ça faisait un pic de glycémie important pour aller recharger leur glycogène. Donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais pour te faire comprendre que ça n'a pas le même impact si tu fais ça en pleine séance de sport parce que tu vas utiliser cette énergie tout de suite, ou si tu le fais le midi au restaurant alors que tu vas attaquer une réunion assis sur une chaise 3 heures juste après, quoi. D'accord? Pas du tout le même truc. Troisième conseil, adapte tes choix en apport glucidique en fonction de tes objectifs. Donc on a vu, ça peut aller de 2 grammes par kilo de poids de corps à 7 grammes par kilo de poids de corps, donc c'est très vaste. D'accord? Ça veut dire passer de 140, 150 grammes peut-être à peut-être plus de 400 selon ton niveau d'activité physique, donc c'est très vaste. Donc il faut quand même que ce soit hyper personnalisé par rapport à tes objectifs à toi. Quatrième conseil, pense à ta santé. Encore une fois, tu ne fais pas que manger des macronutriments. D'accord? On pense aux vitamines, aux minéraux, à la toxicité, à quel point c'est transformé, à quel point tu le digères bien, à quel point tu l'assimiles bien, c'est un tout. D'accord? Faut pas regarder ça uniquement comme le fait de mettre dans une assiette des protéines, des glucides, des lipides, va plus loin que ça. Et dans le même état d'esprit, consomme plus de protéines. Ça, c'est important. Je l'ai déjà dit sur la vidéo sur les protéines, mais il ne faut pas avoir peur d'en consommer plus. D'accord? C'est hyper important. Et consomme plus de fibres. On a tendance, pour la plupart des personnes, à ne pas en consommer assez. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur les fibres un peu plus tard pour t'expliquer ce que c'est exactement, à quoi ça sert, etc. Mais de manière générale, retiens déjà ce conseil, mange déjà plus de fibres. Donc, les fibres, tu les retrouveras notamment dans les légumes, dans les fruits. N'hésite pas à mettre de la couleur dans tes assiettes. Ça va t'aider derrière sur ta perte de poids, sur ta satiété, sur ta régulation glycémique, etc., etc. Concentre-toi sur les calories, d'accord? Au-delà du ratio glucides-lipides, on a vu finalement qu'il n'avait pas trop d'importance. Concentre-toi sur le nombre de calories pour dire que ton apport énergétique il soit cohérent par rapport à ta dépense énergétique et par rapport à tes objectifs, d'accord? Et dernier point, mais pas le moins important, écoute ton corps. Écoute-toi. Ressens les signaux. D'accord? Comment tu te sens? Comment tu te sens quand tu manges ce que tu manges? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens plein d'énergie? Est-ce que tu digères bien? Est-ce que, au contraire, tu as rapidement besoin d'aller aux toilettes après avoir été mangé, tu as mal au ventre, tu as des gaz, tu te sens ballonné? Comment tu te sens? N'hésite pas même à utiliser un petit carnet pour noter ce que tu manges et comment tu réagis. Parce que ça va peut-être te permettre derrière de privilégier certains aliments et d'éliminer au contraire des aliments qui te conviennent un peu moins bien. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous différents. Il y a des choses qui peuvent te convenir à toi, qui ne conviendront pas à ton voisin.
et des choses que ton voisin va manger très bien et que toi, tu n'arriveras pas à manger sans être embêté. D'accord? Donc, écoute-toi, écoute les signaux envoyés par ton corps. Tu vois, je te donnais un exemple tout à l'heure de choses qui est saine, c'est de manger des fibres. Et ben, tu as des personnes aujourd'hui qui, au contraire, ne doivent pas manger trop de fibres parce que ça leur réussit pas du tout d'un point de vue intestinal. Il y a toujours des exceptions. Encore une fois, il y a la règle, il y a ce qu'on sait, et il y a toujours des exceptions. Donc c'est pour ça que c'est fondamental de s'écouter, de voir comment son corps réagit pour adapter ce qu'on mange du mieux possible. Ok? Donc voilà, on en termine aujourd'hui sur cette vidéo sur les glucides. Alors c'est comme pour les protéines, j'y reviendrai sur les prochains mois pour évoquer ça peut-être plus sous un aspect nutrition du sportif, finalement comment bien manger, comment faire les bons choix par rapport à ton activité physique, etc. Mais c'est important qu'on ait déjà des fondamentaux, comprendre finalement ce que sont les protéines, à quoi ça sert, ce que sont les glucides, à quoi ça sert. Et je vais faire la même chose pour les lipides. Là encore, pour essayer de casser un certain nombre de mythes, tu vas voir qu'on va parler aussi par exemple de cholestérol. Je vais casser quelques mythes par rapport au cholestérol. Donc reste connecté, ça arrive très très vite. Et comme d'habitude, bah, si tu as des questions cette fois-ci sur le chapitre des glucides, bah, n'hésite pas à les laisser, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt. Ciao.